il reste à convoquer aussi, hein. Et vous, votre accouchement, hein, comment ça s'est passé, hein, parce qu'il y a la grossesse, on interroge peut-être de plus en plus la grossesse, mais ça reste encore un point à penser. Mais et l'accouchement aussi finalement, hein, comment on peut l'interroger de cette façon-là. Alors il y a aussi la question, par exemple, là, des masques du soin, donner le sein au petit tout au début, ou lui donner le bain ou quoi, c'était plus simple sans masque, c'est aussi plus agréable, hein. Alors je trouvais ça aussi intéressant parce que là, il dit donner le sein au petit tout au début ou lui donner le bain ou quoi. C'est plus simple sans masque, c'est aussi plus agréable. Je trouve ça intéressant parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire là, hein? Il est en train de parler pour sa conjointe, il parle pour lui-même. C'est lui qui a mis le bébé au sein de sa conjointe. Il y a quelque chose là aussi où il y a quelque chose qui est en jeu à niveau, qui circule, je trouve, hein, au sein de cette triade. Alors, ensuite, il y a la question aussi, voilà, du cordon, comme je vous en ai parlé, parce que pour lui, ça a été une difficulté, hein. Oui, oui, mais on m'a pas vraiment laissé le choix en fait. Ouais, non, je sais pas si je le ferais parce que j'aime pas trop moi tous ces trucs-là. Enfin, à l'idée de faire un vaccin, je suis prêt à tomber dans les pommes. Donc voilà. Et du coup, quand il est sorti, ils m'ont tendu les ciseaux, ils m'ont dit, tiens, il faut couper. Donc on y va, mais avec le recul, c'était quand même sympa à faire, mais je me serais posé des questions si on m'avait dit est-ce que vous voulez le faire? Je crois pas, non. C'était vraiment parce que je m'étais mis devant le fait accompli, mais c'était bien, hein. Donc ça, c'est cette question du cordon à nouveau, hein. Alors, il y a aussi là la question du pot à pot, du tact paternel, hein, entre fatigue personnelle et vigilance conjugale, hein. Comment il peut y avoir des enjeux comme ça où, ah oui, c'est le temps du pot à pot, mais euh, est-ce que le papa est prêt? Est-ce qu'il est disponible, hein? C'est aussi une question, je pense, importante à poser. Voilà, par exemple, il dit, elle a quand même été beaucoup déchirée et il a fallu quand même refaire des points et tout ça. Et donc, pendant ce temps-là, ils me l'ont nettoyé, lavé et tout ça et m'ont dit, prenez-le, allez vous mettre dans une autre pièce. Et j'étais en pot à pot, effectivement, pendant ce temps-là. Donc, j'ai eu un moment, je ne vais pas dire une heure, mais pas loin, on ne voit pas le temps passer et des fois ça semble long parce qu'on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Et donc oui, oui, je l'ai eu un bon moment en pot à pot. Après, je vous avoue qu'il devait être 22, 23 heures. Ça faisait depuis 4 heures du matin qu'on était réveillés, donc on était aussi un peu fatigués. Donc cet exemple-là, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que du coup, on peut s'imaginer ce papa-là avec son bébé dans une pièce à côté, en train de se demander mais ils font quoi ma femme là? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer, hein? Déjà ça. Alors, du coup, quelle disponibilité avec le bébé, hein? Et puis levé depuis 4 heures du matin, il est 23 heures, 22, 23 heures, on ne sait pas bien, hein. Quand même quelque chose qui est assez flou là, hein, dans le vécu temporel. Alors dans la constitution d'une triade initiale, au final, nous, les moments qu'on a passés ensemble à la maternité, c'était des moments, c'est peut-être égoïste un peu, hein, mais des moments à nous. Et des retours qu'on a eu des sages-femmes, les bébés qui sont nés pendant le Covid, n'ont jamais été aussi calmes en fait. Parce que ne pas voir défiler un paquet de monde, pas être pris dans tous les bras, ne pas être bousculé et perturbé dans leur découverte de ce monde, qui n'est pas le leur à la base, a peut-être aussi fait que c'était un moment sympa, quoi. Donc après, forcément, on aimerait voir les gens. On les a vus 3 jours après, mais j'ai pas trouvé que c'était si grave et si catastrophique, hein. Donc là, vraiment, je trouve qu'il y a un enjeu là, de constitution d'une triade initiale, triade primaire, d'une triadique, comme on parle de l'amour en 2000, par exemple. Et cette question de l'unité primaire, de la dynamique familiale, comme on peut en parler, par exemple, Fivaz en 89. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est ces questions des masques. Je trouve que c'est vrai. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à en dire, hein. J'avais beaucoup d'appréhension de travailler en masque avec des bébés en crèche, hein. Et je dois dire par rapport à ça que vraiment, j'ai eu un moment vraiment de réassurance quand, avec un tout petit bébé en crèche qui était au sol, je suis allé vers lui, je l'ai regardé et puis je lui ai souri, et mes yeux ont participé à ça. Et tout de suite, il m'a souri. Alors, ça a vraiment été quelque chose pour moi qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a amené vraiment une réassurance. Je me suis dit, ben tiens, là, on peut se voir derrière le masque, en fait, hein. Il peut y avoir cette participation. Et surtout, il faut bien, justement, continuer à être vivant derrière son masque, hein, pour pouvoir, justement, insuffler quelque chose de cette relation ensemble. Donc, ça a fait des photos masquées, hein. Donc, cette voile de la Covid-19 sur les souvenirs est vraiment, vraiment intéressante à penser là.
S'il est dans la poussette, on met très souvent la protection par-dessus. Enfin, essayer de le protéger un minimum, un maximum même. Mais par contre, on ne va pas s'empêcher de vivre pour autant, pas s'interdire quoi que ce soit. Après le confinement, au mois d'août, on est allé au restaurant par exemple. Il était avec nous. On ne s'est pas empêché totalement de vivre. Et on ne s'est pas dit, il ne faut pas faire ça, etc. Donc là, c'était ces enjeux de protection sanitaire entre le sur et les sous-protections, comme ça. Je trouve ça intéressant aussi de penser, est-ce qu'on est dans des suffisamment bonnes protections pour reprendre Winnicott, avec des enjeux et particulièrement au tout début de la Covid et du premier confinement, où on ne savait plus bien ce qui était le sur ou ce qui était la sur ou la sous-protection dans tous les cas. Alors, il y a un autre papa... j'ai encore du temps là, ça va il est 6h10, c'est quart. Ouais. Voilà, j'ai un autre papa qui lui a 34 ans, sa conjointe a 31 ans. Alors, je trouvais que c'était un entretien magnifique. Son enfant a 1 mois et 23 jours quand il passe l'entretien. La date de naissance de l'enfant est fin septembre 2020. Voilà, il y a des choses là. L'entretien a duré 29 minutes. On a un Rorschach qui est un peu juste parce qu'il est allé assez rapidement. C'était 7 et 3 minutes d'enquête. Voilà, c'est vraiment, ça a été expulsé ce Rorschach. Les chocs aux planches 7 et 8. Une planche qui n'est pas aimée, c'est la planche 4, là, au nouveau, et puis un EPDS à 7, et puis un entretien semi-directif qui dure 15 minutes. Il était présent à l'accouchement, à la maternité, et il a eu 1 mois de temps au domicile. Alors, je reprendrai des éléments de l'entretien non directif, parce que je trouvais que il est vraiment très intéressant, cet entretien. Alors, l'entretien a duré 30 minutes, et lorsque la question est énoncée, il rit, et il dit que c'est une question assez vague. Il indique qu'il est papa depuis 1 mois et demi, presque 2 mois. Il dit qu'il va essayer de raconter les différentes phases qu'il a eues. Il commence par dire que sa femme, P, et lui ont attendu que ce soit le bon moment pour accueillir un petit chamboulement dans notre vie. Je le cite. Il dit que P est tombée enceinte super rapidement et que c'était une super nouvelle. Il pensait que cette opération d'avoir un bébé prendrait plus de temps car la sœur de P avait mis beaucoup de temps à tomber enceinte. Durant les 3 premiers mois de grossesse, ils ont essayé de ne pas trop se projeter car il y avait beaucoup de fausses couches dans leur entourage. Je le cite, « C'est vraiment qu'un fœtus, donc on ne le personnalisait pas trop pour éviter que ça nous affecte de trop, une espèce de protection. Ils ont donc attendu ces premiers mois avec beaucoup d'impatience et d'anxiété. » Il dit qu'à partir des 4-5 mois, ils ont fait de l'aptonomie et pour lui, vraiment, l'aventure a commencé là. C'est à cet instant qu'ils ont ressenti la présence de leur bébé. Il dit que le seul bonheur qu'ils avaient, c'était ces moments où ils essayaient d'échanger avec leur enfant. Il parle d'un sentiment d'interaction. Il parle ensuite de quelque chose d'extraordinairement pas facile, la visite des crèches. En effet, il avait le sentiment de ne pas encore avoir la responsabilité de sa fille et déjà d'être en train de la refiler à quelqu'un, comme il a pu le dire là. Il dit ensuite qu'ils ont vécu l'accouchement 100% à 2, dit-il, et on était vraiment tous les deux dedans. Il indique qu'il ne faut pas qu'on soit surpris s'il emploie le pronom « nous » pour parler de sa femme, car ils étaient tous les deux impliqués, tous les deux physiquement et intellectuellement. Ils ont commencé à se projeter lors des phases de préparation à l'accouchement. On commence à voir le réel arriver. L'accouchement a été un chamboulement pour lui et un marathon, dit-il, pour la mère. Sa femme a été très forte et concentrée. Ils ont vraiment vécu cela ensemble et il essayait de l'aider au mieux. Pour lui, c'est le début de l'aventure qui commence. À la naissance, ils ont tous les deux pleuré, ce qu'il décrit comme une grosse vague d'émotions. Il fait également part du sentiment qu'il a ressenti lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre de la maternité. C'est un moment où on change de planète, dit-il. C'est comme une capsule complètement déconnectée du temps. Je trouvais ça merveilleux. Complètement dans une bulle et complètement décorrélée de la réalité. Une bulle hyper étanche autour de notre enfant. Il dit s'être posé 1 milliard de questions dès les premières heures de vie. Pour lui, le métier de parent arrive d'un coup. Il faut déjà prendre des décisions, se demander ce qui peut bien aider notre fille. Pour le retour à la maison, il a pris 1 mois de congé afin de vivre ce premier mois avec sa femme et sa fille.
Chacun apparaissait chercher sa place. Il n'a pas eu le sentiment d'être accroché à ce duo que forment la mère et l'enfant. Ils devaient s'occuper d'une petite crevette et se poser des questions ensemble. Ils ont très vite alterné lait maternel et lait industriel, car l'allaitement était difficile, ce qui lui a permis de nourrir sa fille. Il reconnaît lui-même que cela aide, car il était vraiment impliqué. Je donnais à manger à mon enfant pour qu'elle survive et qu'elle ait de l'énergie pour continuer. Ils essayaient, tous deux, il utilise le terme de duo, de comprendre et de s'adapter au rythme de leur fille. Il avait le sentiment d'avoir sa place de père et de retrouver le rythme. Et de trouver, le rythme. De plus, ils ont volontairement demandé à leur famille de ne pas venir tout de suite, car ils habitent loin, et donc restent souvent une semaine. Ils voulaient d'abord connaître leur fille. Ensuite, il fait part de son ressenti lorsqu'il a dû reprendre le travail. Cela n'a pas été facile pour lui, car il passait jusque-là ses journées au rythme de sa fille avec sa femme. Il pouvait profiter de tous ces petits moments d'éveil, même s'ils sont contrebalancés par les moments de pleurs, les moments d'angoisse, dit-il. Il avait donc l'occasion de voir cet éventail d'émotions, c'est lui qui dit là, qui parle là, et était reposé. Lorsqu'il est retourné travailler, il partait le matin sans pouvoir prendre sa fille dans ses bras, parce qu'elle dormait encore, et rentrait le soir au moment des angoisses. Alors là, il va dire, d'un arc-en-ciel d'émotions, il ne me restait plus qu'une couleur, c'était la couleur de l'angoisse et la couleur du soir. Il répète plusieurs fois que cela a été difficile, que cela n'a pas duré longtemps, il avait juste besoin d'un temps d'adaptation. Et il dit que c'est pas facile à vivre, mais qu'il faut apprendre à faire avec. Avec sa femme, ils ont cherché les meilleures options pour essayer de se reposer l'un, l'autre, et que je puisse voir ma fille et en même temps aller au boulot. Il dit qu'à ce moment-là, la place du père n'est pas facile et celle du mari non plus. Tout d'abord, ils ont procédé de la façon suivante. Il s'occupait de sa fille durant la soirée, souvent entrecoupé de ses pleurs et des moments d'éveil, mais très courts, périodes pas toujours les plus rigolotes de la journée. Jusqu'à minuit, puis il donnait, entre guillemets, et c'est lui qui parle, sa fille à sa femme. Il indique que logistiquement, c'était efficace, mais que très rapidement, cette situation les rendait malheureux. Il dit alors que c'est à ce moment-là que le mari en prend un coup, car il n'y a plus de vie de couple. Pour lui, il est important qu'on reste aussi unis. Il parle aussi du fait qu'il faille jongler entre, pour la femme, la position de femme et la position de mère, et puis pour l'homme, la position de mari et celle de père. Ils ont depuis trouvé quelques ajustements. Ensuite, il indique qu'avec son activité professionnelle, il est quelqu'un qui rationalise, qui réfléchit à ce qui marche et à ce qui ne marche pas. Et il essaie de trouver à chaque problème sa solution. Il se rend compte que parfois, il n'y a rien qui fait et trouve cela déconcertant de se rendre compte que le manque de communication, ça se ressent énormément. Il indique que le seul moyen d'expression de sa fille, ce sont les pleurs et que chaque pleur se ressemble et il est donc parfois difficile de savoir ce qui ne va pas. Lorsqu'il rentre du travail, il essaye de profiter des moments d'éveil de sa fille avant qu'elle ne soit envahie par les angoisses du soir. Pour lui, ce sont des moments qui sont super sympas. Cependant, une fois passée la reprise difficile du travail, cela lui a fait du bien de sortir d'un rythme de bébé et des difficultés de communication avec un enfant, de retrouver une vie d'adulte le temps de la journée. Il dit on retombe sur ces problèmes d'organisation, ces problèmes de gestion de projet. Cela amène quand même un équilibre psychique, mental qui est important. Il dit également qu'il s'est surpris en faisant part que depuis qu'on a notre louloute à la maison, ils sont aux aguets et qu'il est toujours en train de tendre l'oreille. Alors, lorsqu'il se retrouve seul pour se promener, il ressent un apaisement de l'esprit. Et il dit que ça fait du bien de retrouver ces phases de calme. Puis rectifie le mot calme en disant qu'il s'agit surtout d'un apaisement. Pour finir, il indique que sa femme et sa fille sont liées de manière assez incroyable. Il voit bien que lorsque sa femme est tendue, sa fille l'est également. Il dit que le papa est moins lié énergétiquement et dans les émotions. Il commence sa phrase en disant le pronom « on », puis se rétracte en disant « je ». Je suis un soutien, mais je vois bien qu'il y a des choses qui passent entre elles qui m'échappent et sur lesquelles je n'influe pas directement. Il m'indique qu'il ne le vit pas mal et qu'il essaye de les soutenir toutes les deux. Il indique cependant que ce n'est pas toujours évident. Il répète « on le voit bien » et qu'il ne le vit pas mal. Voilà pour ce papa. Alors, un peu pour commencer comme ça, des éléments, je dirais, de discussion
autour de ce que je vous ai amené ici, là, entre la recherche et puis des éléments autour de ma pratique en crèche, hein, et puis aussi d'une pratique libérale. Hein, c'est bien sûr de faire attention à ces banalisations, ces dénis et dénégations de la dépression périnatale chez les mères, mais aussi chez les pères. Hein. De faire aussi bien attention encore et toujours, et puis on aura aussi ces rebonds par la suite de la situation sanitaire liée à la Covid et de ses conséquences, hein, parce que, comme je vous le disais, c'est très vite, on n'en parle plus, ça y est, c'est fini, quoi. C'est là, alors que on n'en parle plus, mais enfin, oui, et tous ces effets dont on a parlé, qui peuvent être des bons effets, mais aussi des mauvais effets. Hein. Alors, peut-être pour repenser, voilà, ces temps d'adaptation, d'accueil en crèche, comme je vous en ai parlé, aucune question n'était posée par les professionnels aux parents sur la situation sanitaire. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est pour ne pas en rajouter ou est-ce que c'est pour ne pas savoir? Et là, voilà, je vous invite à nouveau du côté du carnet psy, dans cet article que j'ai écrit suite à un dossier coordonné par Denis Mélier et Claire Squire, en lien avec la OEM, et c'était en 2021. Donc, quels sont les effets d'après-coup de ces enjeux à la fois ici, de ce qu'on pourrait dire le devenir père, la patrescence, et puis la Covid, comment le rôle du père est à penser pour que la mère puisse métaboliser ses expériences, et parfois c'est peut-être déjà des choses qui sont du côté tout à fait somatique, médical, corporel. Elle a besoin de se remettre, elle a peut-être besoin juste que quelqu'un soit là pour ce bébé pendant un petit moment pour pouvoir avoir le temps de se remettre. Et ça, je crois que c'est vraiment à mettre en avant pour aussi éviter des confusions par rapport à certains professionnels qui ont l'impression que quand on parle du rôle du père et de ses enjeux, on a envie de mettre le père en avant à la place de la mère. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quels accompagnements des soignants quant au père afin qu'ils métabolisent leurs expériences? Est-ce que des professionnels après un accouchement questionnent le père? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que voilà, comment on pourrait banaliser peut-être le fait que cette question se pose en fait et a le droit de se poser déjà. Non, mais en tout cas qu'elle devienne quelque chose d'habituel et commun. Et bien sûr, comment favoriser la tendresse des pères dans les soins, tout en rappelant qu'elle peut cohabiter psychiquement avec la virilité. Et ça, je trouve que ça, c'est un point vraiment très important. Je vous ai pas ramené la photo de James Bond, que j'aime bien aussi ramener, parfois dans certains cours ou dans des colloques. Je ne sais pas si vous avez vu ça à cette époque-là. C'était l'acteur de James Bond, Daniel Craig, qui s'est affiché sur les réseaux sociaux avec un bébé en porte-bébé, comme ça, il est en tenue de sport avec son portable, vie courante. Et puis, il y a un animateur américain qui va commenter ça, c'est Pierce Morgan, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé, en gros, James Bond, quoi. Là, tu apparais émasculé. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette question de l'émasculation, là, tiens, oui, James Bond, le bon viril, le bon sujet masculin viril qui est père là, apparaîtrait émasculé parce qu'il porte son bébé sur le ventre dans un porte-bébé. C'est intéressant, je trouve, cette question-là, pour pouvoir vraiment permettre de penser, ou ce qui bloque aussi peut-être dans ces enjeux entre tendresse et virilité dans la construction des hommes à devenir père. Alors, il y avait aussi, bien sûr... alors, je pense à Obélix parce que il se trouve que j'ai 2 enfants de 6 ans qui sont fans d'Astérix et Obélix et on lit ça tous les soirs quasiment ou avant des petites siestes parfois. Et on voit peut-être pas bien à droite parce que Sylvain est devant, pardon. Mais j'ai trouvé ça. On a lu ça parce qu'on en est à cet épisode-là. C'est le fils d'Astérix. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le fils d'Astérix. Mais il y a ce moment où il y a un bébé qui se trouve devant la porte de chez Obélix et Astérix, parce que là ils habitent ensemble dans ce moment-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi de pouvoir penser. Il y a un moment où Astérix confie le bébé à Obélix et puis il lui donne le biberon. Puis, alors déjà, je trouve très intéressant la réflexion d'Astérix dans cette BD, c'est tu vas lui donner à boire pendant que je réunis le conseil du village. Et Obélix dit mais je ne sais pas comment on fait moi. Et Astérix dit ça ne fait rien. Lui il sait. Alors ça je trouve ça génial. Lui il sait. Là bon, on peut en faire quelque chose de cette petite bulle là un peu partout. L'enfant dit gaga bon. Et là je trouve quand j'ai lu ça à mes enfants je me suis dit mais oui mais c'est ça. Quand on a l'homme là qui donne le biberon à un petit bébé qui se dit j'ai l'impression que le monde entier me regarde en riant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper intéressant. Et ça, bon, je crois que ça se questionne chez tout parent, ce moment où
ces parents peuvent se sentir très mal alors qu'ils sont tout seuls avec leur enfant à la maison parce qu'ils s'imaginent ce qu'on pourrait imaginer de ce qu'ils sont en train de faire ou de ne pas en train de faire d'ailleurs avec leur enfant. Hein. Et je pense que ça peut poser des questions tout à fait différentes, en particulier chez l'homme qui devient père. Hein. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant cette petite bulle de BD avec notre bon gros Obélix et avec Idéfix qui se marre sur et il est vraiment mort de rire. Voilà. Bon, ça c'est des éléments de bibliographie dont j'ai déjà parlé. J'ai pas parlé aussi de mes références bibliographiques pour vous donner un peu voilà des éléments. Voilà, sur Kern, là, oui, tout y est, à part peut-être l'entretien, un acte thérapeutique qui est dans la collection, dans les éditions Célie Arslan, c'est l'entretien de soutien à la parentalité dans le champ de la périnatalité et la petite enfance. Voilà, il y a par exemple dans le divan familial la question de la jalousie et de l'envie chez l'homme qui devient père, hein, avec cette question de l'allaitement. J'ai écrit cet article avec Eliane Krtolidza, qui est psychologue en maternité du côté de Lons-le-Saunier, qui a soutenu une thèse autour de l'allaitement avec Auriel Rosenblum. Hein, et vraiment, je pense qu'on a encore plein de choses à faire ensemble parce que l'allaitement avec les pères, c'est une question il y a 1000 choses à faire là. Hein, et puis aussi avec Agnès Segura qui a, elle, soutenu une thèse qui est psychologue en CMPP, en libéral, en crèche, et qui a aussi fait une thèse sur les fausses couches. Voilà, si les fausses couches, ça vous intéresse, j'ai plein de situations cliniques au cabinet et en crèche avec des fausses couches, des questions de fausses couches. Et je trouve que c'est vraiment important de continuer à avoir une réflexion autour de ces fausses couches et peut-être aussi justement de la place des pères autour de ces fausses couches. Voilà. C'est aussi pour ça que je dis ça là. Un article, un chapitre avec Zaouche Gaudron autour d'un homme à la crèche, donc ces figures du masculin et du paternel. Hein, peut-être aussi avec cette idée de comment se mobiliser aussi pour que des figures masculines puissent finalement travailler dans ces lieux-là et offrir d'autres relais, d'autres figures comme ça, à la fois d'attachement pour des enfants dans des situations comme ça de garde, par exemple. La question aussi, ça vous pouvez le trouver en accès libre depuis le site des éditions RS. Parce que en fait, il y a le livre de sous la direction de Michel Dugnat, donc suite au colloque de la RIP, ça s'appelle Soins, corps et langage en clinique périnatale. Donc il y a le livre que vous pouvez acheter via RS, mais il y a aussi une version PDF que vous pouvez trouver gratuitement et où se figure, où vous pouvez retrouver par exemple ce chapitre d'ouvrage autour de la virilité et la tendresse du père, un exemple d'un groupe de pères en crèche. Par exemple. Et puis l'article dont je parlais avant avec Raphaël Riant, des hommes devenant pères en crèche dans la revue Dialogue. Voilà. Puis il y en aura d'autres à venir, mais c'est aussi déjà pour en faire un petit peu la promotion, bien sûr, je ne peux pas résister, mais aussi pour vous donner aussi des voies de cheminement, de pensée par rapport justement à la paternalisation, à la question de la patrescence avec ces différentes voies. Que ce soit, j'aimerais bien aussi écrire des choses autour de la PMA, et puis je vous parlais aussi de la grossesse des pères, comment on considère un père enceint, la question de l'accouchement, la question de l'allaitement, et puis aussi la question, je pense, des premières séparations en lien avec des crèches, comme on parlait par exemple ce papa dont je vous ai fait part, là, avec cette difficulté déjà d'anticiper la grossesse, pendant la grossesse, la question des crèches. Hein. Et puis peut-être aussi le fait d'aller à l'école maternelle avec son petit bout, qui peut être une étape très importante. Quand on l'a vécu en tant que papa, on sait ce que c'est. Et peut-être qu'on pourrait aussi accueillir différemment ce que ça fait aux pères et pas seulement aux mères dans ces périodes-là. Ça ne veut pas dire que ça exclurait le fait d'en parler avec les mères, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci.